genre 5 minutes avant que le soleil ne se couche complètement et que la luminosité soit très faible. Donc et là je me sens comme le même. Do you know you have 30 minutes? 30 minutes. Ça fait 5 fois que je recommence l'introduction parce que j'ai trop de mal à parler en face d'une caméra, ça me gêne profondément et j'ai du mal en fait à commencer les choses. Donc je vais essayer d'être très efficace. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des livres que j'ai lus ces 3 dernières années et qui m'ont marqué d'une manière positive parce que je me suis fait la réflexion récemment que je commençais à oublier en fait les livres que j'avais lus, en tout cas dans le détail, et je déteste ce constat parce que j'ai pas envie de perdre des expériences de lecture. Cet été j'ai commencé un carnet où je recense un peu les lectures que je fais et où j'écris très précisément ce qui m'a touchée et pourquoi. Et en fait je suis un peu triste de ne pas avoir fait ça plus tôt parce que c'est très dur en fait de se souvenir dans le temps de ce qui nous a touché dans un livre sans le relire. Donc bah voilà, c'est parti, on va commencer. J'ai commencé par parler des lectures qui ont été imposées, donc obligatoires, et que je me suis gaslight à aimer a posteriori ou pendant la lecture. Après je vais parler des lectures qui sont sorties d'un peu nulle part, mais que j'ai beaucoup aimé, qu'ils ont un peu changé ma vie, je dis tout le temps qu'ils ont. Et en dans un troisième temps de la vidéo, je parlerai des lectures qui sont impossibles à citer à l'EMS, mais que j'ai lues pendant la prépa et qui ont changé mon rapport à la littérature et qui sont très importantes pour moi. Bon, déjà pour commencer, on va parler des lectures obligatoires. La première lecture qui m'a, on va dire, touchée en hypo, c'était Illusion perdue de Balzac. Moi, en hippocane, j'étais une hater de Balzac. Vraiment, je le détestais. Tout mon lycée, j'étais en mode, mais Balzac, mais insupportable. Vraiment, j'aimais pas les descriptions qui servent à rien. En fait, j'aime bien les descriptions quand elles sont belles, mais quand c'est des descriptions factuelles, genre ah bah il y avait du pain sur la table, ouais la cheminée elle était au milieu du salon, mais je m'en fous. Pourquoi tu me racontes ta vie en fait? Enfin faut être efficace hein, des fois. En gros ma prof était spécialiste de Balzac et donc on a vraiment travaillé sur lui, genre on a dû faire peut-être un semestre sur Balzac, enfin j'abuse, peut-être 3 mois, ça va, mais ouais on a quand même beaucoup parlé de lui et en gros on avait eu peut-être 5 ou 6 livres à lire de Balzac, 5 plutôt, et celui que j'ai le plus aimé c'était Illusion perdue, parce que je trouve que déjà les personnages sont hyper riches et très bien construits. Aussi ça m'a réconciliée avec le style de Balzac, dans le sens où je trouve que dans Illusion perdue les descriptions sont au service du récit en fait. C'est pas les descriptions qui servent à rien, qui te dévie de l'histoire en fait. Et j'ai appris en fait à aimer la prose de Balzac, vraiment le style, l'écriture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lucien aussi. Genre j'aime trop les anti-héros, enfin les personnages qui sont un peu des floppers et genre ils ont un livre entier pour eux, la chance. Moi je suis une floppeuse et personne n'a écrit de livre sur moi, bref. Mais ouais, Lucien j'adore. Mais j'ai trop aimé, ah oui, OMG, j'ai trop aimé le Père Goriot. En fait, je sais pas si j'ai aimé le Père Goriot ou si j'ai aimé le personnage de Rastignac, mais le Père Goriot grave fun aussi. Alors que justement, c'est ce livre que j'avais pas aimé au lycée, mais le relire avec ma maturité de jeune femme de 18 ans, ça m'avait trop... Ah, j'avais trop aimé, enfin, ça m'a vraiment accroché quoi. C'était trop cool. Mais ouais, voilà. Balzac avec des pincettes aussi. Enfin, genre, Balzac c'est fun. Balzac c'est fun en décembre quand tu t'ennuies. Mais c'est pas fun en juin ou en juillet. Whatever that means. À part ça, en hypo, de lecture imposée, en vrai, vraiment 0 sur 20. Mais moi j'ai pas trop aimé les lectures que j'ai faites en hypo. Déjà c'est à peine si je les lisais.
En fait, vas-y. Point suivant. Là, je précise, je parle de romans imposés, donc vraiment les lectures que j'ai été forcée de faire, et que je me suis gaslight à aimer. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a peu de textes, je pense, dans cette catégorie, c'est que, bref. I'm smiling, but it ain't funny. I'm smiling, but it ain't funny. Du coup, on passe déjà en Cagne. Les seuls livres que j'ai aimés, c'était La Vagabonde de Colette et Le Cid de Corneille, parce que c'était au programme de l'ENS. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite fraise sur le Cid. J'ai essayé de me donner du courage, I guess. La Vagabonde, c'était trop bien, trop bien. C'était mon premier roman de Colette. J'ai trop aimé, c'était super drôle. C'était super drôle, vraiment trop bien écrit. Moi, j'aime trop les voix féminines, beaucoup annoté. Donc je suppose que vraiment ça m'a transcendé. Bon, je me rends compte que ça doit être très obscur pour ceux qui me regardent de comprendre de quoi je parle s'ils connaissent pas les livres. Et je déteste partir du postulat que tout le monde sait de quoi je parle. Donc La Vagabonde de Colette, je vais commencer par ça. C'est un roman qui a des aspects un peu d'autobiographie, enfin qui a beaucoup d'éléments de la vie de Colette en tout cas. L'histoire de Renée Néré, donc c'est une actrice de musical qui vient de quitter son mari, qui la trompe, enfin qui la trompait, et qui rencontre un homme, Maxime. Et Maxime tombe fou amoureux d'elle, et en gros on suit leur relation, etc. Et c'est trop intéressant parce que du coup cette relation amoureuse, elle s'incarne dans vraiment des grosses tensions sociales et des gros enjeux presque féministes, même si c'est hyper anachronique de parler de féminisme en parlant de Colette. Mais en tout cas, il y a une vraie conscience de la féminité et des enjeux que ça pose pour une femme de se marier ou d'être dans une relation en tout cas exclusive avec un homme. Et c'est vraiment très très bien mis en forme dans le récit. Il y a un vrai désir de liberté féminine. Et la plume de Colette est très belle, ça se lit très facilement. Franchement, c'était une belle lecture, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, fun fact, moi j'ai pas lu Le Capitaine Fracasse. En gros, quand j'étais en Cagne, il y avait La Vagabonde de Colette, Le Cid, et 2 pièces de Marivaux et Le Capitaine Fracasse de Gautier. Mais je l'ai jamais lu et je compte pas le lire. Franchement, honnêtement, c'est très compliqué pour moi de me forcer à lire des choses que je déteste. Et c'est quelque chose que je vais pas faire. Donc ouais, je me suis pas forcée à lire Le Capitaine Fracasse parce que ça avait l'air nul et je savais que j'allais pas aimer en fait. J'ai lu quelques pages, je me suis dit allez hop, ça dégage. Voilà. En tout cas, Colette très très bien. Et le Cid trop bien. Fun fact, j'avais lu le Cid quand j'étais en 5e. Parce que je pense que c'était au programme de français et j'avais détesté, mais je pense que c'est parce que le prof était très mauvais, no shade, mais vraiment trop nul. Et quand je l'ai fait du coup pour l'ENS, gag, c'était trop bien, vraiment, mais c'est trop dingue en fait. Genre l'écriture de Corneille, en fait des fois faut juste s'asseoir et applaudir, mais c'est incroyable. Déjà le deuxième temps de la vidéo, enfin déjà je trouve que je parle énormément, mais le deuxième temps c'est mon temps préféré. Là on parle des lectures qui sont un peu sorties de nulle part, qu'on a peut-être fait en cours, un petit texte, ou qu'on a abordé, ou qu'on a même peut-être travaillé un peu, sans obligation de le lire. MDR, coucou, c'est la Camilla du montage. En fait, je viens de réaliser que j'ai dit n'importe quoi et que après je vais citer des textes qu'on était grave obligé de lire. Genre des fois c'est n'importe quoi en fait, donc le plan n'a aucun sens. Bisous. Disclaimer, il va y avoir beaucoup de textes en anglais. J'étais pas en anglais, juste je pense que je peux ouvrir n'importe quel cahier d'anglais de la prépa et tous les textes je pourrais dire ah j'adore. Parce que vraiment c'était des très beaux textes et j'aimais trop mes cours d'anglais. Et pour MDR d'ailleurs, petit débat parallèle, l'anglais à la fac. Hey, just seen her pictures. I said, oh, Jump scare, c'est horrible. Vraiment, l'anglais à la fac, mais que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Premier texte qui est un peu une lecture qu'on a faite, sur laquelle on a travaillé, mais qui nous a pas été imposé de lire,
c'est Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est un peu un livre de base, je pense, en prépa. Et franchement, c'est une bonne chose parce que ce livre est trop bien. Je pense que c'est un des rares livres qui est très prépa-corps que j'aime. C'est un livre qui était à la base prévu par Barthes pour être un commentaire des souffrances du jeune Werther. Donc c'est un roman de Goethe. Et en fait, ça s'est transformé en lexique amoureux. Donc c'est une étude, un espèce d'essai sur plein de mots qui sont reliés au vocabulaire amoureux. Et à chaque fois, du coup, Barthes explique un peu, petit essai quoi, une petite description des mots et de leur importance dans le contexte amoureux. Et c'est trop beau et très intéressant. Par contre, ça rend un peu depressed. Franchement, ça rend un peu triste. Mais c'est trop beau. Pourquoi s'en priver quoi? C'est trop cool. On dirait qu'il y a quand même une grosse distance entre ces livres et moi. Mais il y a beaucoup de ces livres qui ont été très importants pour moi à des moments très précis ces 3 dernières années. Et franchement, Les fragments d'un discours amoureux en fait partie. C'est vraiment un livre vers lequel je revenais souvent pour lire des fragments. Il y a un moment, c'est une citation très célèbre dans le fragment Absence où il dit « Je tiens sans fin à l'absent le discours de son absence. Situation en somme inouïe. L'autre est absent comme référent, présent comme allocuteur. L'absence dure, il me faut la supporter. Je vais donc la manipuler, transformer la distorsion du temps en va-et-vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage. Le langage né de l'absence. » J'aime trop le fragment L'attente aussi. En fait, je pense que je vais directement mettre les citations dans la vidéo parce que c'est beaucoup plus simple. Mais en gros, l'attente, du coup, il parle du fait d'attendre l'amoureux, de l'être aimé, etc. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvrée, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que je suis celui qui attend. Mais c'est pas lui mon préféré. Oh, je le trouve plus. My Sheila, where are you? Is it? Where the is it? I swear to God. J'ai trouvé. C'est dans l'entretien. Ah. Il dit « Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Ah, mon langage tremble de désir. Les mots viennent d'un double contact. D'une part, toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique qui est « je te désire » et le libère, l'alimente, le ramifie, le fait exploser. Le langage jouit de se toucher lui-même. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation. Vraiment merci pour tout. J'ai trouvé enfin. Ça c'est ma citation préférée parce qu'elle est un peu relatable, enfin genre je trouve qu'elle me correspond bien. Il dit « L'incident est futile, il est toujours futile, mais il va tirer à lui tout mon langage. Je le transforme aussitôt en événement important, pensé par quelque chose qui ressemble au destin. C'est une chape qui tombe sur moi, entraînant tout. Je me mets à classer ce qui m'arrive. L'incident, maintenant, va faire pli, comme le poids, sous les 20 matelas de la princesse. Telle une pensée diurne essaimant dans le rêve, il sera l'entrepreneur du discours amoureux qui va fructifier grâce au capital de l'imaginaire. Dans l'incident, ce n'est pas la cause qui me retient et retentit en moi, c'est la structure. Toute la structure de la relation vient à moi comme on tire une nappe. Ses redans, ses pièges, ses impasses. On va s'arrêter là pour Fragment d'un discours amoureux. Mais vraiment ce livre, mais oh mon dieu, mais Barthes, tu seras toujours célèbre toi aussi. Vraiment, des fois, vous savez, des fois il faut s'asseoir et remercier les homosexuels. Thank you to my therapists and gay people. I love you. Les structuralistes, merci pour tout. Merci pour le boulot. Fragment d'un discours amoureux, on l'a travaillé dans un cours de latin. C'était pas vraiment du latin en vrai, c'était un cours d'option latin où en gros ce qu'on faisait c'était qu'on travaillait des textes antiques traduits et on regardait la traduction et en gros c'était un peu un cours de cultural studies où en gros on mettait ça en relation avec des thèmes très contemporains. Normaliser le fait de rendre vos cours intéressants, genre normaliser le fait de pas faire que des déclinaisons et des versions en fait. Sur les livres du coup, il y a Saint-John Perse, Éloge. On avait fait quelques... C'est surtout Exil. Ouais, c'est Exil qu'on a travaillé en cours. C'était en cours de lettres. À la fin de l'année, on a un peu travaillé sur la poésie de Saint-John Perse.
et j'avais trop aimé Exil. J'ai eu une ira Saint John Perse. Mon passage préféré, c'est quand il dit « Nous n'habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice. L'été plus vaste que l'Empire suspend aux tables de l'espace plusieurs étages de climat. La terre vaste sur son air roule à plein bord sa braise pâle sous les cendres, couleur de soufre de miel, couleur de choses immortelles, toute la terre aux herbes s'allumant aux pailles de l'autre hiver, et de l'éponge verte d'un seul arbre le ciel tire son sucre violet. » J'aime trop. Ce que j'aime particulièrement chez Saint John Perse, c'est le rapport à l'allitération et à l'assonance et les images convoquées. Je les trouve toujours très riches et j'aime trop la poésie qui sonne bien. Du coup, toujours pour rester sur les livres, on a travaillé sur Midsummer Night's Dream. C'est le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Fun fact, j'avais jamais lu Shakespeare avant l'hypo. Je sais pas pourquoi. Et, je me disais, mais c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc oui, je connaissais Roméo et Juliette, Macbeth et compagnie, mais j'avais jamais lu le texte de Shakespeare. Et du coup, en hypo, quand on a fait le songe d'une nuit d'été, je l'ai lu. C'est mieux. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Je savais pas que Shakespeare était fairycore et comme ça. Ça m'avait tellement surprise qu'il soit aussi whimsical. What do you mean? Tu parles de fées et tout, mais je savais pas. Vraiment, j'étais convaincue que Shakespeare c'était des pièces très historiques. J'ai pris Shakespeare pour un français. Je me suis dit, il va se prendre grave au sérieux, ça va me saouler. Mais en fait, pas du tout, c'est hyper drôle, c'est très beau, c'est trop intéressant. Vraiment, j'ai trop aimé et je trouve que c'est vraiment une bonne pièce pour commencer Shakespeare en vrai. Parce que ça m'a vraiment mis dans une ère Shakespeare. Ce Midsummer Night's Dream, c'est un peu le fairy twin de Roméo et Juliette, puisque ça se passe dans la nuit, une histoire de lovers, forbidden lovers, etc. C'était trop bien. Et j'aime trop la métaphore de la lune. En fait, j'aime trop le fait que ça se passe la nuit. Tout est très mystérieux, on essaye un peu de s'insérer dans cette nuit avec eux. Shakespeare, toi aussi tu seras toujours célèbre. Merci pour toute fois, vous savez, il faut s'asseoir et applaudir les homosexuels de la Renaissance. Moi je m'assois et j'applaudis les homosexuels anglais, dramaturges, voilà. Thank you to my therapists and gay people. I love you. Ça c'était pour mon DM. J'étais trop bête, j'avais analysé genre 5 pages alors que... En fait je m'étais trompée sur les vers. Et du coup j'avais analysé grave du texte. La scène qu'on devait analyser pour le DM c'était en gros c'est Titania qui s'embrouille avec son mari. C'était trop cool, trop fun. On a fini sur les lectures pures, donc les vrais textes qu'on a travaillés. Et maintenant donc je vais pouvoir parler des textes qu'on a abordés, peut-être sous des formes plus succinctes, donc des extraits, des passages, mais qui m'ont parfois, même souvent, poussé à lire le texte entier. Et ça c'est souvent des textes anglais, no shade aux autres matières, no shade à la littérature française. Vraiment au premier degré je plaisante pas quand je dis que je pourrais ouvrir mon classeur et juste genre switch et dire ça j'ai trop aimé, ça j'ai trop aimé. Ça peut travailler sur Dickens, moi j'ai détesté Dickens, moi j'aime pas, mais ça c'est très personnel, c'est juste moi qui aime pas. Encore une fois c'est un peu pour les mêmes raisons que ma réticence avec Balzac, c'est que je trouve qu'ils sont très... genre si c'était une couleur il serait marron les deux et moi j'aime pas le marron. Bref, du coup le premier texte qui m'a touchée en hypo en anglais c'était Sons and Lovers de D.H. Lawrence et Woman in Love. Mignon, c'est quand je prenais mes notes sur papier, les textes dans lesquels j'ai découvert, enfin par lesquels j'ai découvert D.H. Lawrence, c'est des textes qui m'ont frappé par leur beauté stylistique et littéraire. C'est la première fois que je lisais des textes en anglais qui me frappaient autant par la beauté de la langue, purement de la langue. Là, on avait travaillé sur un extrait de Woman in Love et c'était tellement beau, genre je trouve que l'extrait entier qu'on a eu à travailler était très beau et j'avais vraiment trop aimé la fin. J'aimais trop aussi le fait que dans les textes de D.H. Lawrence, il y a vraiment une symbiose du rapport à l'image de la nature, etc. avec les relations sociales, donc l'impossibilité d'exprimer les choses, etc. Le fait qu'on souhaite atteindre une vérité du sentiment et de l'expression de soi. J'ai trop aimé, j'ai trouvé ça tellement beau. Et du coup j'ai été lire Woman in Love et incroyable, tout aussi bien, vraiment trop bien, trop bien. Je crois que c'est un américain en plus. Parfois il faut aussi applaudir les américains. The Marxists
the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue what they are doing. Ah, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'accélère, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, le livre est là, il est trop beau. En plus, oh my god, hors sujet, mais j'aime trop les éditions Penguin Classics, qui sont un peu vieilles. En fait, j'ai parlé que de livres en anglais. Ouais. Dinguerie, asseyez-vous, dinguerie. On avait eu le Linky Pit de Jane Eyre au concours blanc d'anglais, de Dipo, le deuxième concours blanc. C'était trop bien, mais premier degré c'était tellement bien que j'étais trop à fond dans le texte et j'ai pas eu le temps de bien faire mon commentaire, donc j'ai vraiment bâclé mon commentaire et j'avais pas une note de ouf. Dès que je suis sortie du CB d'anglais, j'en ai parlé à tout le monde, vraiment tout le monde. C'était le problème de tout le monde, tout le monde était dans son ère Charlotte Brontë à cause de moi. J'étais obsédée par ce livre et en vrai je le suis encore un peu aujourd'hui. Mais vraiment ce livre a été trop important pour moi. Je suis une lectrice qui lit beaucoup par rapport à la saison, etc. Par exemple les livres gothiques, typiquement je vais les lire en automne quoi. Enfin, genre Dracula et compagnie c'est l'automne. Et les livres très Sunshine, By the Sea et tout c'est vraiment en été. Mais Jane Eyre c'était tellement bien que je l'ai lu en mai. Je me souviens que ce livre m'a marqué parce que j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma curiosité d'enfant pour la littérature. C'est-à-dire que le soir je m'endormais et le matin je me réveillais avec l'envie de prendre mon livre et de le finir. Vraiment j'étais tellement à fond dans Jane Eyre, c'était incroyable. Et je pense que je me suis jamais autant identifiée à une narratrice, à un personnage. Vraiment le concours blanc qui m'a donné envie d'aller la lire. Et c'est très rare qu'un concours blanc se déroule comme ça. Voilà, Jane Eyre tu seras toujours célèbre aussi. Regardez j'avais fait des petits dessins et tout. J'étais tellement à fond, dessin sur nous. Vraiment, there was no possibility of taking a book that day. Enfin, moi j'avais trop aimé. C'est le seul roman, je pense, qui vit un peu en moi, dans le sens où c'est le seul personnage que j'ai suffisamment apprécié pour y repenser souvent. Je repense très souvent à Jane Eyre, à des formulations qu'elle a, etc. Même à son rapport à elle-même, à sa manière de penser ses relations avec les autres. Je m'identifie beaucoup à elle et je trouve que au-delà de ça, le texte est très bien écrit. Et vraiment Charlotte Brontë, merci pour tout quoi. Ça m'a vraiment fait tomber amoureuse de la littérature anglaise. Je pense que c'est vraiment là que je me suis dit mais j'aime trop tout ce qu'on fait en fait. En gros on a fait un poème qui est hyper connu. On l'a fait, d'ailleurs c'était le dernier cours de l'hypo, donc le tout dernier cours. En fait, c'est une édition que j'ai achetée en seconde main. J'avais pas vu mais il y a des petits annotations. Trop mignon, j'adore ça. Du coup c'était The Hollow Man. Et c'était incroyable aussi. En fait j'étais dans une éra de psychose religieuse, spirituelle. Et ce texte a fait que rendre ça plus compliqué. J'ai adoré, genre de la meilleure manière possible. C'était très compliqué mais le prof nous avait vraiment bien expliqué. Et le truc qui m'avait trop marqué vraiment, c'était qu'à la fin en fait il y a la voix poétique qui essaye de réciter une prière. Donc il fait For thine is the kingdom. Et en fait à la fin il dit For thine is, il finit pas, life is, toujours pas fini, For thine is the, et il n'arrive pas à réciter la prière. Et j'avais trouvé ça trop intelligent comme manière de reproduire dans le texte, dans la versification, l'angoisse religieuse et la crise spirituelle en fait. Ça m'avait tellement marqué, j'avais trouvé ça trop bien. Et vraiment ça m'a tellement marqué tout l'été, genre j'y ai vraiment pensé pendant des mois et encore aujourd'hui j'y pense souvent que j'ai été lire T.S. Eliot et c'est trop bien, vraiment trop bien, 20 sur 20. Oh, je viens de voir un truc trop mignon. Quelqu'un, ça aussi c'est de la seconde main, quelqu'un a fait une petite étoile dessus, mais alors ça, mais ça c'est trop bien. Ah je suis trop contente. Autre livre que j'ai lu, que j'ai relu plutôt cette fois, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Depuis je pense à Simone de Beauvoir parfois. Par exemple à la rentrée de master, quand je suis arrivée devant la Sorbonne j'ai pensé à Simone de Beauvoir. C'est crazy de dire ça mais c'est vrai. Il y a un moment dans le livre qui est trop drôle où elle parle de Simone Veil et elle dit qu'elle a eu une petite dispute avec elle parce qu'en gros Simone Veil disait ouais il faut donner à manger aux pauvres et Simone de Beauvoir lui dit ouais non les pauvres ils ont besoin de la révolution je crois. Enfin, et Simone Veil lui répond ça se voit que vous n'avez jamais eu faim. Et j'avais trouvé ça tellement trop. Le texte du concours blanc c'était un extrait très axé sur le souvenir d'enfance et il y avait des très belles descriptions de la nature, de sa famille. J'ai employé une métaphore mais j'adore les textes qui
me font penser à de l'eau, à des vagues en fait. C'est mon genre de texte préféré. Ah, j'ai failli oublier, dinguerie. En Cagne, il y a eu aussi American Appetite de Joyce Carol Oates. Je pense que c'est un de mes livres préférés où en fait elle suit la vie d'un couple américain avec leur fille, et c'est un couple on va dire très traditionnel américain, donc ils sont assez aisés financièrement. Je crois qu'ils habitent dans une très belle maison en banlieue. Ils ont des jobs très respectables. Il y a la femme qui écrit un livre de cuisine et le mari, je sais plus dans quoi il travaille, mais je crois que c'est un chercheur d'ailleurs, un prof peut-être, je sais plus. Et bref, c'est pas important, mais en gros elle explore les relations humaines et elle le fait en lien avec une description très très précise des dynamiques américaines et d'à quel point en fait c'est les normes américaines qui rendent inconfortables les relations interindividuelles. J'ai trouvé ça mais hyper beau en fait et trop intéressant. Et ce que j'aime trop avec Joyce Carol Oates, c'est le fait qu'elle écrit très bien le flux de pensée, donc tout ce qui est immatériel, tout ce qu'on va penser, etc. Et d'ailleurs c'est un truc que j'aime trop dans la littérature anglaise et que je trouve qui est mieux fait en anglais qu'en français, c'est la fluidité de l'écriture et de la pensée. Donc vraiment des livres qui font penser à des vagues, à de l'eau qui coule. C'est trop intéressant je trouve et c'est surtout très beau à lire. Donc vraiment American Appetite, trop bien, 20 sur 20, trop cool. Et j'ai failli oublier aussi un truc trop important, The God of Small Things de Arundhati Roy, le dieu des petits riens. Donc The God of Small Things, d'ailleurs j'adore mon édition, je la trouve trop belle. Ça fait un peu bébé cadom quand je la sors à la fac pour travailler. C'est un livre qu'on a eu en version, c'était la dernière version de l'année et c'était fait pour être dur. Ça va, honnêtement, t'avais déjà pas mal de mots. Tu sais qu'à la fin c'est formé par non mais parce qu'en fait, une question me dit ouais t'as mis quoi pour Free Jack genre. Et moi j'ai mis Free Jack déjà. Et là Attends, et il m'a demandé Jacques Q-U-E ou Jacques avec C. Oh merde, j'ai mis CK. J'ai mis Jack. Je vais garder son petit côté Pepsi là. Et en fait c'était tellement beau que ça m'a motivée à aller le lire, mais enfin, vraiment pendant toute la version j'étais en mode mais pourquoi est-ce que je dois le traduire? Là j'ai envie de faire un commentaire du texte, j'ai pas envie de le rendre en français. Et c'était trop intéressant. J'aime trop ce livre. Et ça m'a tellement marqué que je travaille sur ça du coup cette année pour mon mémoire de recherche avec une autrice dont je vais parler juste après. Et vraiment c'est je pense une de mes autrices préférées. Vraiment Arundhati Roy est incroyable. En termes d'écriture, c'est magnifique et surtout ça recrée avec beaucoup de justesse, je pense, la société indienne. Je suis pas indienne, mais quand je lis The God of Small Things, j'ai l'impression d'être en Inde en fait. C'est d'une telle richesse en termes d'images, de narration et tout est tellement subtil. Il y a un rapport au temps qui est trop intéressant, il y a un rapport au temps qui se crée avec les images, c'est-à-dire qu'il y a des mentions d'images qui reviennent tout au long du roman et qui créent un peu un cycle temporel où on a l'impression qu'on est un peu fou avec les personnages et en fait c'est trop intéressant parce que à la fois c'est la temporalité du roman et en même temps on est bloqué dans la narration avec les personnages qui sont traumatisés de ce qu'ils vivent et c'est vraiment une écriture du traumatisme aussi, je trouve ça trop beau. C'est tellement beau et hyper riche comme livre. Il faut s'asseoir et applaudir les écrivaines indiennes. Et ça c'est pas un livre, mais c'était un poème. C'était Marie de Apollinaire. C'est un texte qui est trop beau, enfin, c'est vraiment un très beau poème sur le rapport au temps, etc. Et il y avait des belles sonorités. J'avais trop aimé travailler sur ce texte. Et j'ai l'impression que la vidéo va durer 3 heures. Là je vais passer directement donc à la dernière partie qui concerne les livres qui ne sont pas citables à l'ENS mais que moi j'adore en fait. Je vais commencer par le livre le plus important pour moi et c'est d'ailleurs le livre avec lequel je travaille en comparaison avec Arundhati Roy, c'est Juin et les mécréantes de Nadia Tchueni. Donc ça c'est ses œuvres complètes parce que j'ai la flemme d'aller chercher le tome précis, mais en gros Nadia Tchueni c'est une autrice libanaise d'expression française qui écrit de la poésie très influencée par les religions
monothéiste et par sa culture libanaise. C'est de la poésie qui fonctionne comme de la magie pour moi. À chaque fois que j'ouvre ces textes, j'ai l'impression que c'est un enchantement qui se répète et vraiment ça ne m'a jamais fait défaut. À chaque fois que j'ouvre ce livre, j'ai l'impression de la redécouvrir pour la première fois et de voir des nouvelles choses. Et c'est un texte qui me prend au cœur. À chaque fois que je lis cette autrice, j'ai l'impression de ressentir des choses que je ne ressens jamais avec d'autres livres. Et c'est très très unique. Et donc c'est une autrice qui est très importante pour moi. Mais vraiment sincèrement. Et je pense que j'ai découvert la poésie avec elle. Genre les mécréantes est là. Ah mon dieu. Genre les mécréantes. Je viens d'avoir les œuvres poétiques complètes. Ça faisait 3 ans que je la cherchais. J'ai lu Nadia Tcheli quand j'étais en Hippocagne et que j'avais pas envie de travailler parce que un ami qui m'est très cher me l'a fait lire parce qu'il travaillait sur elle pour son mémoire. Et j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée, donc ça me touche beaucoup. Mais en tout cas oui, c'est des poèmes qui m'ont beaucoup aidé à tenir. Et je vais peut-être en mettre quelques-uns ici ou ici, je sais pas très bien encore. Mais c'est vraiment une autrice qui est très importante pour moi et qui m'a beaucoup aidé à traverser les cercles de l'enfer. L'hypo, la cube et la cagne, enfin la cagne et la cube, mais vraiment trop important. Genre j'aime trop Nadia Tcheli. J'allais dire si je pouvais je la ferais lire à tout le monde, mais c'est grave faux. Je la gatekeep un peu parce qu'en fait ça me saoule quand les gens la lisent et qu'ils l'aiment pas parce que tu te prends pour qui en fait. Bref. Il y a aussi Vénus Kurigata qui est plus connue. C'est surtout Les mots étaient des loups que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup impressionnée quand j'étais en hippo. Je trouve qu'elle a une poésie qui est hyper originale linguistiquement. Déjà il y a grave des influences de l'arabe dans ses poèmes. Des fois elle écrit des mots directement en arabe ou alors elle écrit des poèmes qui sont influencés par l'alphabet arabe. Elle va personnifier des lettres de l'alphabet arabe pour son poème. Tout un imaginaire qui prend racine au Liban, mais vraiment c'est une autrice hyper impressionnante aussi, Vénus Kurigata, bien plus violente que Nadia Tcheli je pense dans ses thèmes, dans le sens où elle passe pas toujours par des images très lointaines pour dire la violence. Parfois ces images aussi sont très violentes et c'est ce que j'aime aussi chez elle. J'adore aussi son rapport au langage, enfin, le fait que sa poésie c'est vraiment une poésie qui étudie le rapport à la langue. C'est mon préféré. C'est les mots, dit-elle, étaient des loups. Ils s'alignaient sur les cimes pour raconter à la lune la difficulté du vent à escalader la pente, la suffisance des troupeaux et les mouvements chaotiques des nuages transhumants. Ils déposaient leur colère à ses pieds quand elle tournait le livre noir de la nuit, s'endormait dans les élucubrations des pages qui parlaient d'un pays doré à la feuille où le sommeil tombe dans les puits avec sa charge d'étoiles enturbanées. Les loups ne connaissaient pas l'Orient. Déjà les loups ne connaissaient pas l'Orient, c'est trop une belle phrase je trouve. Et j'adore la mise en scène du langage comme un élément terrifiant parce que je trouve que c'est vrai, le langage c'est terrifiant. Il y a aussi Hélène Cixous. En vrai j'aurais pu la citer je pense. J'ai adoré notamment le livre de Prométhée. Ici elle réfléchit sur l'acte d'écriture en faisant parler son alter ego écrivain qui s'appelle donc Prométhée je crois. Oui Prométhée dans le livre c'est ça. Et donc en gros elle dialogue avec son elle écrivain et c'est très très beau, on dirait un peu une relation mère-fille. C'est très touchant. Et vraiment c'est tellement bien écrit, j'ai l'impression que j'avais toujours le surligneur à la main. Par contre j'aurais pas pu la citer. Clarice Lispector, j'adore Clarice Lispector. Ils sont un peu coincés à Gonesse, No Shade. C'est pas lui mon préféré, mais mon préféré je l'ai hacké pour le lire. Mon préféré c'est Agua Viva, mais j'adore aussi Souffle de vie. D'ailleurs apparemment les traductions françaises sont très belles, je les ai lues en anglais, mais j'hésite à les acheter en français parce que apparemment c'est très très bien traduit. Donc on verra. De toute façon je parle pas la langue source donc je peux lire que les traductions. Trop bien Clarice Lispector. Clarice Lispector c'est vraiment tout ce que j'aime dans les voix féminines. J'aime trop quand c'est des filles qu'on applaudit. En vrai je voulais pas la citer mais en fait j'ai un peu un lien avec ce livre, c'est Yellow Face de Rebecca Kuang. J'ai un peu un lien avec ce livre parce que c'est le premier livre que j'ai lu après la prépa, donc c'est le premier livre que j'ai lu après le concours. D'ailleurs je l'ai même lu en direction pour aller au concours dans le train et j'aime trop ce livre. En fait j'ai trouvé ça trop fun et je me suis tellement amusée en le lisant que ça avait guéri toutes mes angoisses à venir et vraiment j'ai trop pris du plaisir et genre c'est la première lecture que j'ai lue après la prépa qui m'a donné envie de relire en fait. Et une critique du monde de l'édition en gros. Où en gros on a 2 meilleures amies qui se sont mises à écrire à peu près en même temps dans leur vie. Il y en a une qui perce de ouf mais genre vraiment grave connue, genre Sally Rooney type of fame.
Et il y en a une, c'est une floppeuse. Et en fait, la floppeuse est une femme blanche et celle qui réussit est une femme asiatique. Je crois qu'elle est chinoise. Oui, elle est chinoise. Et en fait, du coup, l'autrice chinoise décède dans genre les 5 premières pages. Et l'autre autrice, donc la blanche, lui vole son manuscrit en cours. Sauf que le manuscrit en question, c'était un roman sur les travailleurs chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le truc hyper spécifique. Je trouve que ça pose plein de questions sur la légitimité d'écrire des voix qui ne sont pas les nôtres, etc. Je trouve qu'aussi c'est un roman qui est pas manichéen, dans le sens où il pose vraiment toutes les questions sans avoir peur d'aller dans des terrains inconnus. Et c'est pas des avis tranchés en fait, c'est jamais des décisions définitives sur des personnages. Genre, Rebecca Kong est pas du tout en mode elle est nulle parce qu'elle est blanche et puis c'est une voleuse en plus. Non, je trouve qu'elle est hyper. Elle prend grave du recul et j'aime bien quand les personnages racisés et les personnages issus des marges sont pas des exemples de pureté en fait, et que eux aussi ils puissent avoir des défauts. Rebecca Kong, merci pour tout, toi aussi. Encore une fois, on applaudit les femmes, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est des femmes qui s'écrivent, on peut que applaudir. Hein. C'est déjà bien, hein, je pense que c'est tout. Et puis voilà. Là, je sais plus quoi dire, je suis gênée. Il faut que je passe à la conclusion très vite. Du coup, voilà, merci pour tout. Je pense que personne n'a écouté toute la vidéo, mais en tout cas, moi, je réécouterai quand je serai amnésique. Parce que j'ai pas envie de perdre tout ça. Et voilà, merci pour tout, bisous. I'm fading into blue, and there's nothing